On va y aller direct. Qui es-tu? Alors, je m'appelle Djadje Savane, j'ai 47 ans. Non, j'ai plutôt 48 ans. Ça change tout le temps. Je viens juste d'avoir mon anniversaire. Alors, Djadje Savane, 48 ans. Je suis né à Montargis en 77 avec des parents malio-sénégalais. Un père malien et une mère sénégalaise. D'accord. Et tu peux nous dire où on est ici? Alors, nous sommes chez Alphonse Profit. C'est maintenant un ami. C'est quelqu'un qui est avec le groupe des citoyens du Montargois. Donc, on est chez lui, à Montargis. Alors, comment ça se fait que tu te retrouves interviewé à cet endroit, justement? Alors, il se trouve qu'il y a quelques mois, on a eu un ami qui s'est trouvé dans des difficultés. Quelqu'un qui a un restaurant près de la gare, qui s'est retrouvé avec ses 7 enfants privés d'électricité. Et donc, il nous a appelés au secours. Donc, plusieurs personnes m'ont appelé. J'ai appelé d'autres personnes pour essayer de trouver une solution. Et j'ai un ami qui m'a donné le numéro d'Olivier Masson, qui est la tête de liste de la liste des citoyens du Montargois. Et donc, je l'ai rencontré. On a discuté un petit peu et je trouvais son projet original. Je lui ai parlé un petit peu de ce que je voulais faire et il m'a invité à venir découvrir les citoyens, ce que j'ai fait. Alors, le côté apartisan fait que globalement, ça brasse large. Extrême droite, extrême gauche, extrême centre, et puis tous les modérés, on va dire, qu'il y a au milieu. Extrême rien du tout aussi. Des gens qui n'ont pas forcément de parti politique, de tendance particulière peuvent se retrouver aussi parmi les citoyens. Bon, c'est plus rare, mais ça existe. Des gens qui veulent pas se placer et qui trouvent du bien un petit peu partout aussi. Alors peut-être qu'on a un espèce de biais de traçabilité, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une liste citoyenne qui brasse large, on essaye de savoir où étaient les gens avant. Mais ça ne les définit plus forcément maintenant. Mais c'est une étiquette qu'on a du mal à se débarrasser, qui nous colle à la peau. C'est le système politique qui nous a construit comme ça. Et c'est la première question qu'on me pose aussi, très très souvent, c'est tu es de quel bord politique? De quel parti politique? Voilà. Les gens ont beaucoup de mal à penser en dehors du cadre. Et je pense que c'est une prison psychologique. Et je fais tout pour en sortir, pour faire rencontrer des gens très différents. Alors ça fait souvent des étincelles, mais le final, le rendu à la fin, c'est souvent quelque chose de très gratifiant. Voilà, rencontrer des gens qui se parlent alors qu'ils se seraient croisés, ils auraient certainement pu en venir même des fois aux mains, et leur permettre de se rencontrer et ensuite de comprendre que on peut avoir des gens très différents, de partis très différents, avec lesquels on s'entendra mieux que des gens avec lesquels on partage davantage. Un groupe ou une association de citoyens transcourants qui se réunissent, c'est un peu comme, on pourrait dire que tous les chemins mènent à Rome. Donc après, est-ce que tu as envie qu'on parle finalement de tes chemins personnels qui t'ont amené à vouloir créer un mouvement citoyen, par exemple pour les municipales à Chalette pour 2026, ou est-ce que tu commences à en avoir marre et t'aimerais balancer ça d'un revers de main Alors oui, effectivement, je suis candidat donc à la mairie de Chalette pour les élections municipales de 2026 sur une liste citoyenne donc très proche des citoyens du Montargois, les citoyens chalettois. Je suis en train de réunir pas mal de gens très intéressants, des gens qui souhaitent s'impliquer et donc mon parcours, j'ai un parcours. J'ai grandi donc dans une cité à Vézines. Alors c'est une période de ma vie où je fréquentais vraiment des types de personnes vraiment restreintes, hein, des gens du quartier, beaucoup de diversité. Tu veux dire parce que le quartier, il y a quand même un espèce d'entonnoir à profil qui fait que tu perds une capacité à rencontrer de la variété au niveau de la population? Exactement, oui, c'est exactement ça. Quand on regardait nos classes dans les années 80, il n'était pas rare de ne trouver que 2 ou 3 enfants que j'aime moi appeler français de souche, même si ça gêne certains. C'est pas péjoratif dans ma bouche. Français de branche, français de souche. Les souches, c'est très important pour l'humain, pour le vivant. Les racines et les branches, c'est aussi beau, donc ça me dérange pas du tout.
Mais effectivement, on était dans des quartiers où la plupart des gens avaient un père qui travaillait à l'usine de pneus du caoutchouc à Hutchinson. Et donc, on avait très souvent les mêmes profils. Voilà. J'y ai grandi. J'ai toujours été ouvert. Et d'ailleurs, dans ma bande, on en avait quelques-uns. On avait quelques blancs avec nous aussi. Voilà. Quelques Portugais, quelques Espagnols. Et ça se passait très, très bien. Ça fonctionnait bien. Ensuite, en fin de troisième, je me suis retrouvé donc à chercher avec ma mère un été une suite pour mes études, donc un lycée qui m'accepterait. C'était compliqué dans le coin. Effectivement, ayant une grande famille, beaucoup de frères et sœurs, j'avais des frères qui m'avaient précédé et j'ai aussi fait pas mal de... Je me suis amusé un petit peu dans ma scolarité et ça m'a souvent porté préjudice. Et tu as une réputation familiale qui t'a précédé Effectivement. J'avais donc beaucoup de mal à trouver un lycée qui m'acceptait. Et donc, trouvé un BEP communication administrative et secrétariat à Pithiviers en 1995. Je me suis retrouvé projeté dans la Beauce à l'internat et c'est là que j'ai rencontré des Français de souche et que j'ai commencé à comprendre aussi la culture de ces gens, me faire mes premiers amis, puis l'adversité aussi, la rencontre. C'était vraiment très enrichissant pour moi. C'est ce qui a forgé aussi beaucoup ma personnalité. Donc les études t'ont permis de changer de zone géographique et donc de pouvoir assouvir ton ouverture à sortir de cette espèce de goulot d'étranglement à profil qui était le quartier. Donc tu as été rouler ta bosse dans la Beauce. Tu as dû te confronter avec d'autres problèmes parce qu'on dit que c'est le grenier de la France, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'entrants chimiques, donc il y a pas mal de problèmes de santé, j'imagine aussi. Oui, effectivement. Il y a beaucoup de maladies qui sont liées aux différents pesticides qui sont utilisés de manière massive dans ces endroits-là. Mais moi, à l'âge où je rencontre ces gens, c'est plutôt la rencontre du troisième type. Donc des gens qui rencontrent un noir musulman, ouvert, sympathique, et puis moi qui rencontre donc des gens qui sont plutôt de culture chrétienne, qui n'ont pas rencontré beaucoup de gens différents dans les différentes campagnes, même si certains venaient aussi de l'Orléanais. Et c'était vraiment quelque chose d'enrichissant. Ça m'a permis de faire des connaissances que j'ai toujours aujourd'hui, que je rencontre souvent dans des fêtes, chaque année où je suis invité avec ma petite famille dans la campagne. Et, voilà. Loin d'être une mascotte, hein, ce sont des gens qui sont très ouverts, sincères, et qui aiment leur pays et qui ne détestent pas l'autre. J'ai toujours aimé faire de la médiation. On a travaillé souvent dans la sécurité avec des amis et des frères, et on a toujours aimé apporter la paix à nos voisins, à notre prochain, tout simplement. Et au niveau de ton parcours, de tes études, les études t'ont emmené à Pithiviers, ils t'ont emmené plus loin après ou... Oui. Alors, donc à Pithiviers en BEP. Mon problème, c'est que je faisais pas mes devoirs. Donc, ça jouait beaucoup sur mes résultats. Et donc, du coup, j'aimais pas trop l'école. Coincé à Pithiviers, après quelques jours en études, au fond de la classe, à attendre la fin de l'étude, au bout d'un moment, j'ai mon ami, j'aime bien parler de lui, Ali, qui est pakistanais, qui m'avait précédé, qui était déjà depuis 1 an à Pithiviers, donc isolé, donc un gars de Vésine, de quartier de Chalette, et qui me disait, tu verras, à un moment, tu feras tes devoirs. Et je le chambrais un petit peu en disant, non, ça m'étonnerait. Et ben, au bout d'un moment, je me suis mis à faire mes devoirs, effectivement. Et du coup, mes notes s'en sont ressenties et j'avais une autre relation avec les professeurs. J'aimais mieux l'école, j'aimais mieux participer. Ça m'a permis de revenir, donc d'avoir mon BEP, de faire ma première adaptation au lycée en forêt à Montargis, où j'y ai retrouvé beaucoup de gens de mon quartier, mais des gens aussi, pareil, différents de Montargis, des classes moyennes, d'horizons diverses, et même des classes moyennes supérieures. Voilà. Donc j'ai réussi, donc j'ai eu mon bac STT. Ensuite, j'ai fait un BTS force de vente. Plus tard, je me suis inscrit en doc d'anglais à l'université de Versailles-Saint-Quentin parce que j'ai rejoint ce qui allait être ma future épouse, que
que j'avais rencontré donc au lycée en forêt en 97. Et je l'ai rejoint avec sa mère et son beau-père dans les Yvelines, pas loin de Versailles. C'était un camp de gendarmes à Satory, un camp de militaires. J'y ai rencontré aussi des gens différents, du coup. Je m'entraînais dans une salle là-bas, et puis ma femme a une amie dont le mari est devenu mon ami après, qui est rentré au GIGN. C'était une période où j'ai failli entrer dans la gendarmerie. Oui, alors justement, là, tu me tends une perche. Le bac, ta femme, tout ça se passe, t'es proche de la majorité ou tu l'as déjà eu, là? Que 97, donc 95, donc j'arrive à Pithiviers, donc 2 ans après, j'ai mon BEP. J'arrive au lycée en forêt, donc en 97. En 97, je rencontre ce qui va être ma future épouse, en 97. Ensuite, donc, j'ai mon bac en 98, voilà, bac STT. Ensuite, je suis inscrit en BTS force de vente. Donc, en 2000, j'obtiens mon BTS en force de vente, en 2000. Et ensuite, en 2001, je m'inscris donc en DUG d'anglais à l'université de Versailles-Saint-Quentin. J'ai pas poursuivi après parce que une fois qu'on est en couple, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut aller chercher de l'argent, donc j'ai dû me mettre à travailler et puis voilà. D'accord. Ouais, donc tu es aux alentours de 21 à 23 ans. Alors je te pose la question parce que je sais qu'on est de la même année, la même que celle de la date de naissance du président de la République actuel, Emmanuel Macron. On est de 77. Jusqu'à 78, le service militaire était obligatoire. J'ai des frères qui l'ont fait. Voilà. J'ai 2 frères, Bakary et Samba. J'ai beaucoup de frères qui l'ont fait, dont un Samba qui était parachutiste. J'ai pu passer à travers les mailles, bien que ça ne m'aurait peut-être pas forcément gêné, mais faisant des études donc au lycée en forêt, j'ai été de ceux qui du coup n'ont pas été au service militaire dans ces années-là. Et t'as eu de la famille qui a fait carrière peut-être dans l'armée, la gendarmerie, la police ou des choses comme ça? Non, pas du tout. J'ai mon frère donc Samba qui était donc dans l'armée, il a prolongé un petit peu, et puis mon autre frère Bakary qui avait fait son service militaire dans les Ardennes. Et toi, les corps constitués, c'est quelque chose qui t'a attiré à un moment ou... Alors, je suis passé par plusieurs façons de penser, on va dire. Alors, au début, j'étais vraiment... la police, c'était vraiment notre ennemi. Quand j'étais dans le quartier de Vésines, où voilà, je me construisais... on s'est construit contre la police. Et pour nous, la police, c'était des gens différents. Donc, des gens... comment dire... J'étais ouvert, mais les injustices qu'on voyait à la télé ou les films américains du style Menace to Society ou des choses comme ça m'ont aussi, dans une première période, élevé contre la police. Voilà. J'avais l'impression qu'ils nous arrêtaient parce qu'on était noirs ou ce genre de choses. Voilà. Donc les contrôles se passaient mal, étant donné qu'on avait déjà un visage fermé, on était déjà en mode ennemi. Quand le policier arrivait à notre hauteur, il devait se dire dans sa tête qu'ils font déjà la gueule alors que je leur ai à peine parlé. Donc ça créait un cercle vicieux et ça nous amenait souvent à des débordements ou des gardes à vue prolongés. Voilà, des rencontres avec la police qui auraient pu beaucoup mieux se passer. Avec le temps, j'ai pris un peu de bouteille et j'ai commencé à mieux m'adresser à eux, à être plus poli, plus patient et tout a changé à ce moment-là. Voilà. Je ne dis pas qu'on n'est jamais à l'abri d'une bavure ou d'une injustice, mais c'est la vie, tout ça. C'est la vie. J'ai failli entrer donc dans la gendarmerie, et donc ça, c'était en 2002, 2003, avant la naissance de mon fils, mon premier. Et mon père, il m'avait déconseillé de le faire. Il m'avait dit, vu ton caractère, tu vas te mettre au milieu et tu vas prendre des coups de chaque côté. Donc, parmi les gendarmes qui sont des militaires, tu en auras qui seront forcément ou racistes, ou cons, ou bêtes. Bon. Et du côté des jeunes, tu seras vu comme un traître, et donc du coup, ça sera très compliqué pour toi. Il m'a donc déconseillé de le faire. Et du coup, je ne l'ai pas fait. Tes études t'ont amené sur quel débouché professionnel? Pendant que je faisais donc après ma première année donc à la fac de Saint-Quentin en Yvelines, Pithiviers, lycée en forêt, ensuite départ pour Versailles, où j'ai rejoint ma future épouse, qui était chez ses parents là-bas. Et à ce moment-là, je commençais à devenir vraiment un adulte. Hein. Mon premier, il est né rapidement après. J'ai toujours été quelqu'un d'ouvert. Comment dire, j'ai commencé à avoir une autre relation avec les gendarmes, avec les corps constitués. C'est à ça qu'on voulait revenir. Parce que je les rencontrais à la salle de sport.
Voilà. Les rencontrant à la salle de sport et puis m'occupant aussi de leurs enfants dans les écoles primaires, en ayant des contacts plus réguliers avec eux, je me suis rendu compte que c'était des gars comme nous. C'était tout simplement que on n'avait pas la même culture de base, et encore de base, parce qu'on on a fréquenté à peu près des écoles similaires, on a regardé les mêmes dessins animés, on a les mêmes constructions mentales, hein, on a tous regardé Dorothée, hein. Donc on a la même culture et ça m'a permis de me détendre, de me sentir moins agressé par les forces de l'ordre et ça m'a vraiment facilité la vie. Ça t'a permis de voir l'autre côté de l'uniforme et eux, de leur côté, tu leur as proposé aussi un autre côté du quartier, quelque part. Oui, absolument, absolument. Ça leur a permis aussi, je pense que ça leur a fait du bien d'avoir quelqu'un qui est de l'autre côté et qui est bienveillant. C'est pour ça que c'est ce que j'essaie d'implémenter. Je veux vraiment créer ça sur l'agglomération montargoise. Quand on a eu les émeutes, donc c'était en 2023, et après qu'on a eu le reportage sur France 2, sur Envoyé spécial Élise Lucet, où Madame Kinkela a été à moitié agressée par des électeurs du Rassemblement national, où on lui a dit de rentrer, d'aller à la niche, voilà, parce qu'elle était noire. Je me suis dit, il faut vraiment qu'on arrête tout ça. Il faut qu'on prenne nos responsabilités. Les gars de mon âge, de notre génération, on est nombreux, beaucoup sont bienveillants et je pense que c'est à nous de faire le boulot. C'est à nous de nous lancer dans la bataille de la réconciliation et de faire le lien entre les policiers, qui du coup ont le même âge que nous et souvent plus jeunes que nous, donc pas la même relation, et les jeunes des quartiers qui nous connaissent, qui ont confiance en nous, qui sont très capables de nous suivre dans ce chemin. Ça sera compliqué, oui, mais c'est quelque chose qui est possible. Je vois d'ailleurs les premiers signes, notamment dans mon rapport avec les policiers, que ce soit municipaux ou la police nationale ou les pompiers, où je parle avec eux, j'essaie de leur insuffler de l'espoir en leur disant qu'on va s'occuper de ces jeunes. Et souvent, ils me disent « Mais tu penses que c'est pas trop tard ?» C'est jamais trop tard. On va faire notre travail aujourd'hui, on va semer ensemble aujourd'hui, et dans quelques années, rapidement, on verra les fruits de notre travail. On verra des nouveaux personnages avec des jeunes à qui on a donné des opportunités, des policiers qui vont peut-être du coup rencontrer des jeunes dans un autre cadre que les contrôles, peut-être du sport, peut-être créer un club de rugby à Chalette, pourquoi pas, et puis se mettre en accord aussi avec Montargis au niveau de l'agglo. Même si au niveau du rugby, au niveau de la culture, les jeunes des cités vont prendre des douches tous ensemble. Y a des choses qu'il faudra régler, mais je pense que sur l'essentiel, on pourra faire un gros travail de cohésion sociale. Alors, entre cette presque grand écart entre la fin de tes études et tes projets que tu as pour Chalette, là, tu as pu exprimer dans différents emplois, métiers, ton côté diplomate, la sécurité, ta conciliation. Oui, et je pense que je suis fait de ça, je suis fait pour ça. Et je pense que je vais m'épanouir dans ça. Je commence déjà, je suis vraiment... Alors, j'ai commencé dans les années début des années 2000, donc 2005, 2007, à commencer à travailler aussi pour faire un peu d'argent devant des portes de différentes discothèques, donc à Pithiviers et à Montargis, dans différents pubs, avec mes frères, des amis à moi, des gens très sympathiques, des gens vaillants, et puis des gens respectés dans la ville. C'était le personnage qui évitait au maximum les coups. Alors, j'étais avec des jeunes dynamiques, puis des amis aussi qui aimaient bien en montrer. Je n'ai jamais été dans ce truc-là. Pour moi, quand les coups partaient, on avait perdu le combat. Il fallait concilier donc la sécurité pour le propriétaire du pub et notre sécurité à nous aussi, notre sécurité mentale aussi, parce que c'était souvent des gens de notre quartier qui venaient, donc qui essayaient d'entrer pour se divertir. Et c'est souvent avec eux qu'on avait des problèmes. Donc, ils nous voyaient comme des traîtres. Et puis, quand on dit à quelqu'un qui a déjà bu un ou deux verres qu'il ne peut pas entrer, bon, c'est très compliqué. Même si le lendemain, où on le revoyait au quartier, il s'excusait en nous disant... Voilà.
c'était pas rare que j'ai même des petits frères et même le mien qui venait m'embêter. Alors du coup, t'es pas rentré en gendarmerie pour éviter, suite au conseil de ton père en disant voilà, faut pas que tu te retrouves en étau entre deux camps. Et finalement, ça t'a rattrapé quand t'as travaillé dans la sécurité. Oui, mais là, ce qui est bien, c'est que c'était un travail d'un soir d'une soirée voilà. Et quand j'avais terminé, j'étais plus agent de sécurité. L'événementiel. Voilà, exactement. Donc j'étais Djadje Savane, le fils de Moussa Savane, le frère de plusieurs Savanes, l'oncle de plusieurs Savanes, le cousin de plusieurs Savanes, et donc du coup, ça a pacifié le truc. Ça nous a vraiment permis de tempérer, de faire descendre la température, d'éviter les représailles. Parce que c'est ce qui était compliqué pour les videurs. C'est d'avoir sa voiture cassée, parce qu'il y a des gens, des fois, ils faisaient même des kilomètres pour aller dans la ville de cette personne, pour pouvoir dégrader son véhicule ou le prendre à partie. Souvent, on dit que j'étais le chien de ces gens-là. En l'occurrence, les Français, de souche, les Blancs, qui me donnaient des ordres et qui me payaient, que je devais mettre en sécurité. Et d'un autre côté, je faisais aussi face à des gens qui avaient été agressés, à qui on avait volé des choses et qui en voulaient aux gens qui me ressemblaient et qui me disaient, voilà, c'est toujours les mêmes qui foutent le bazar, c'est toujours les mêmes qui agressent nos amis, nos copines. Voilà. J'étais vraiment au milieu et j'aimais ça. J'aimais parler aux deux bords. Au travail avec beaucoup de Français de souche et au quartier avec les jeunes des quartiers populaires. Voilà. Ensuite, en 2008, je me suis rendu chez un bailleur, justement parce qu'il y avait eu un incendie chez ma mère dans un pavillon. Il y avait une partie du garage qui était un petit peu brûlée. Ma mère, elle en avait marre que les travaux n'avancent pas. Et donc, du coup, elle m'avait dit, il faut que tu ailles les voir pour les secouer un petit peu. Et donc, du coup, je suis arrivé chez ce bailleur et quand j'ai ouvert la porte, la première personne que j'ai vue, c'était un gars avec qui on était en classe en BTS force de vente. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui me connaissait bien et qui était super heureux de me revoir. Et il était chef d'agence à l'époque. Et quand on discutait, il m'a proposé un poste de gestionnaire de secteur. Bon, au début, il pensait pas que j'accepterais parce qu'il se rappelle qu'à l'école, je travaillais aussi bien que lui, hein, si ce n'est en suivant les matières. Voilà. Mais pas d'orgueil pour moi. Gestionnaire de secteur, gardien d'immeuble, bon, un travail est un travail. Et d'ailleurs, c'est un emploi qui m'a proposé à Pithiviers, dans un groupe qui avait un grillage qui partageait avec le lycée dans lequel j'avais été en BEP. Donc j'y ai fait 1 an et demi, 2 ans là-bas. Donc j'ai accepté, je suis rentré chez ce bailleur. J'ai retrouvé aussi ce genre de choses, donc le fait de régler des problèmes entre voisins, et souvent des voisins différents. Donc, voilà, des réactions différentes, des paliers sur lesquels on arrive où il y a des chaussures, où il n'y a pas de petit meuble pour mettre les chaussures, des petites bagarres comme ça, des poubelles qui sont laissées sur le palier, puis des gens voilà, des enfants qui sont turbulents, qui font du bruit, avec des vieilles dames d'un côté qui ont peur, qui craignent. La société en somme. Et j'aimais bien faire tout ça. T'as un petit côté Julien Courbet, hein. Julien Courbet, doublé du grand frère, Pascal le grand frère, toutes ces choses-là, ouais. J'ai toujours aimé. En plus, t'es beau gosse, t'es présentable, t'as raté ta vocation à la télévision. Ouais, effectivement. Et puis, il faut une carcasse aussi, hein. Il faut, bon, quand on fait presque 2 mètres, ça aide aussi, c'est vrai. Donc, plus qu'à ne pas manquer de respect aux gens, puis leur sourire, leur témoigner de l'amour, et très souvent, ça fonctionne. Voilà. Ensuite, donc, j'étais à Pithiviers donc, pendant un certain temps. Il y a un poste qui s'est libéré à Montargis, à la chaussée. Donc, il y avait un ancien légionnaire qui habitait un immeuble où j'avais un collègue à moi qui avait peur de ce gars. C'était un ancien légionnaire qui avait fait de la prison parce qu'il avait voulu défendre sa sœur qui a été prise en charge par un proxénète. Bref, une histoire glauque. Et ce gars, il était passé de la prison au type 2 dans un immeuble. Donc, pour lui, il n'y avait pas grand-chose qui changeait. Et il faisait flipper tout le monde dans l'immeuble. Et donc, du coup, moi, j'étais à Pithiviers et mon collègue il me disait « Ouais, il faut absolument que tu viennes et tout. On a besoin de toi et ça serait bien que tu viennes. » Bon. Et quand je suis arrivé, j'ai rencontré ce monsieur, ce charmant monsieur. Il a dû avoir une bagarre de regard au début. Je lui ai fait 2-3 petits trucs, un peu de pression, et puis
Et puis, du coup, il a commencé à me respecter. Parce qu'en fait, tout le monde avait peur de lui. Les gens ont changé d'ascenseur. Les gens ne parlaient pas avec lui. Et donc, il s'enfermait dans son truc, lui aussi. Il n'était pas aimé, il faisait peur. Et du coup, lui, ça l'énervait. Donc, du coup, il renvoyait une image qui faisait encore plus peur aux gens. Je me rappelle la première fois que c'est un collègue, j'étais avec donc mon collègue et j'étais dans le bureau, ça fait comme une espèce d'aquarium. Et je lui disais, dès que tu vois ce monsieur, tu me dis qui c'est. Alors, j'imaginais une montagne, moi, quand on me le décrivait. Et à un moment, je le vois, il est tétanisé. Et il me le montre. Donc, je le regarde par le carreau. Et je dis, mais c'est lui. Il me dit, oui, oui. Et donc, du coup, une fois identifié, une fois, je le vois arriver dans l'immeuble. Et au lieu de lui laisser la place pour passer, au niveau de la porte, je lui ai laissé un tout petit espace. J'ai fait exprès. Et donc, il a dû se décaler. Il a dû se faxer, ouais, effectivement. Il s'est faxé. J'ai vu que ça l'avait... il se disait, qui c'est celui-là? Voilà, je lui ai fait 2-3 trucs comme ça. Et après, il m'a dit, ouais, t'es pas comme les autres, toi. Et il m'a dit, ouais, toi, tu me parles. Il me dit, mais même, il me dit, les Blancs, c'est vraiment de la sale race. Hein. Bon, il est blanc, le gars, en l'occurrence. Et il me dit que les Blancs sont une sale race, qu'ils veulent pas parler avec lui, que c'est des fauchetons, que c'est des balances. Et il me disait que toi, t'es pas pareil. Je dis, bon, écoutez, oui, je suis pas pareil, si. On est tous des citoyens, on veut pas de problème. Et voilà. Et après, j'ai réussi à en faire un ami. Donc, je l'écoutais, j'allais le voir de temps en temps. Je rentrais chez lui alors qu'il avait une machette pratiquement 1 mètre à côté de sa porte d'entrée. Et d'ailleurs, mon ancien collègue, il me disait, ouais, mais il avait un couteau dans son bureau, mon collègue aussi, pour pouvoir riposter. Et des fois, il essayait de mettre des coups de pression pour me faire peur. Et il voyait que ça marchait pas. Et donc, je rentrais, j'allais chez lui. Et après, j'ai développé une relation avec lui particulière où il me racontait un petit peu sa vie, où je le voyais. Et voilà. C'est un des problèmes que j'ai résolu au début avec mes locataires. Du coup, ils n'avaient plus besoin d'avoir peur de lui. Et ensuite, j'ai fait la sécurité donc, pendant 14 ans, entre 2010 et 2024, pour ce bailleur. Et je lui ai fait la sécurité gratuitement. Et d'ailleurs, le point de deal, il était toujours chez l'autre bailleur d'en face. À tel point que, jusqu'à aujourd'hui, 80% des logements de ce groupe ne sont pas habités à cause du point de deal qu'il y a sur place. Moi, j'étais de l'autre côté du coup. Mais j'étais le seul à pouvoir dire à ces jeunes de se taire, d'éteindre la musique et de se décaler, d'aller plus loin. Pas parce que je suis un super-héros, ils auraient pu tous me sauter dessus. Mais parce que je suis quelqu'un du coin, ils connaissent mes frères, ils connaissent ma famille, je leur ai jamais manqué de respect. Je n'entre jamais dans un truc d'humiliation. Par contre, quand il fallait être sévère et qu'il fallait empoigner, j'empoignais et puis je les faisais sortir du hall. Et c'est marrant d'entendre Benoît Dijon dire qu'il ne me connaissait pas, alors que chaque année, il se pointait. Et il était heureux avec les responsables de... Oui, heureusement qu'on a M. Savane, il fait un bon travail à la chaussée, au niveau de la sécurité. Voilà. Tu m'étonnes, un agent de sécurité gratuit, et en plus qui s'entend bien et qui met à l'aise tout le monde. Il voyait bien le truc. Après, bon, maintenant, étant donné qu'on est des concurrents, aujourd'hui, il fait comme s'il ne me connaissait pas et que j'étais un danger extrême. Bon, l'essentiel, Monsieur Dijon, l'essentiel, le plus important. Qu'est-ce que vous avez fait pendant ces années où vous avez dirigé Montargis? Voilà. Moi, ce que j'ai fait, je sais ce que j'ai fait et beaucoup de gens peuvent témoigner de ce que j'ai fait. Voilà. On va dire que la course électorale, c'est classique, il y a de la diabolisation, des fois de manière bidirectionnelle, mais alors que vous connaissez... C'est ce qui dégoûte beaucoup de gens de la politique. Voilà, quand ils voient le maire de Chalette avec moi en train de critiquer Mélenchon, et puis après quand on voit Mélenchon débarquer à Sanofi, le voir faire la carpette devant lui, c'est vrai que ça donne pas envie aux gens. Et même des gens, ils me disent... oui, mais maintenant, tu es entré en politique. Et donc, du coup, ils mettent quand même une barrière, malgré qu'ils connaissent mon parcours. Voilà, le fait que je me présente au suffrage, que je leur dis d'aller s'inscrire, je subis aussi cette mauvaise image des hommes politiques. Voilà. On va essayer de changer ça, nous, avec les citoyens de Chalette et du Montargis. On va essayer de changer cette image. Ne plus avoir de dictateur, hein, parce que c'est pas rare que les gens me disent oui, je veux bien m'engager, mais j'ai peur, je veux pas qu'on me retire ça, je veux pas qu'on me retire des heures des séances, des créneaux horaires, des choses comme ça. Et je vois bien que autant à Montargis qu'à Chalette,
les gens ont peur et ils ont affaire. Pour moi, c'est un système dictatorial. Voilà. On va essayer de faire autrement, impliquer les gens, et il n'y a pas de raison que ça fonctionne moins bien. Alors, il n'y a pas que Montargis et Chalette où il y a des listes citoyennes qui se présentent. Non, à Villemandeur, on a une liste, à Panne, à Amilly, et j'ai rencontré ces gens lors de mes sorties, de mes porte-à-porte et sur le terrain. Et c'est très intéressant. Je pense qu'on va aller leur donner un coup de main comme on peut, sachant on sera amené à travailler au niveau de l'agglo ensemble. Et ça serait génial d'avoir une liste de citoyens sur chaque commune et puis pareil au niveau de l'agglo. Voilà, ça pourra, on pourra vraiment faire la différence entre avant et après. Ça sera vraiment l'opportunité de montrer aux gens que il y a quand même un salut hors des partis politiques. Alors là, t'en es où au niveau de ta structuration, de ton équipe? Est-ce que tu as un appel? Est-ce que tu charges du monde encore? Comment ça se passe? Alors, tu peux nous faire un petit récap, un petit bilan? Oui. Alors, j'ai commencé seul dans le désert, et souvent les quêtes, ça commence comme ça. Il faut croire en son projet d'abord, il faut être vraiment motivé. Il faut passer cette période où les gens disent c'est n'importe quoi, t'as jamais été dans la politique, comment tu vas faire? Bon, il faut passer ça, il faut leur montrer qu'on a envie. Il faut être cool avec les gens, il faut rigoler avec eux, et puis il faut être sérieux aussi sur certains sujets. À partir du moment où j'ai un projet et que je suis crédible, notamment en termes de sécurité et puis en termes de bienveillance envers autrui, je pense que je suis crédible, donc j'y vais. Alors, au début, donc c'est compliqué, on est seul, mais après, le fait d'avoir rencontré les citoyens, ça m'a permis de voir aussi ce que je voulais. Ça m'aide aussi dans ma construction, donc autour de l'organisation, des rendez-vous, des différentes commissions. Alors, des différentes commissions qui me parlent des fois, parce que quand c'est le logement ou des choses, sécurité, des choses comme ça, c'est quelque chose qui me parle. Ça m'a permis aussi de découvrir d'autres aspects qui sont gérés au niveau des communes. J'ai envie de découvrir tout ça davantage. Alors, j'ai une femme qui travaille à la mairie de Chalette depuis 2005. Sa tante qui était au service logement pendant 40 ans. Et son grand cousin, il était au service technique, c'était le chef des services techniques pendant une vingtaine d'années. C'est donc un système que je connais quand même, hein, sans y être entré vraiment. Voilà. Mais c'est quelque chose que je connais. J'ai une sœur qui travaille au service jeunesse depuis une vingtaine d'années. On est vraiment des gens impliqués dans Chalette, dans l'associatif. Alors, les gens qui m'entourent, oui. Alors, pour l'instant, on a 25 ou 26 personnes potentielles sur notre liste. On est en train de travailler, mais je suis pas du tout inquiet à ce sujet-là. Je pense que plus les gens commencent à y croire, et plus j'ai des gens intéressants qui s'approchent et qui me font des propositions. J'ai des gens qui peuvent être médecins ou d'autres formations hein, dans le civil qui me disent si tu y arrives, si ça fonctionne, je viendrai te donner un coup de main. Voilà. Et ça me donne du baume au cœur. Alors, pour ce que je veux faire en termes de sécurité, j'ai une trentaine de gars qui m'ont dit qu'ils étaient d'accord pour venir m'aider au niveau du rapport avec les jeunes, d'aller leur parler, peut-être d'être des référents sécurité volontaire dans le cadre de l'association Oui, je m'en mêle, une de mes 2 associations. J'ai d'autres personnes voilà, j'ai rencontré quelqu'un qui était juriste, qui va venir m'aider. C'est une aventure qui se construit tous les jours. J'ai des gens qui sont inquiets, qui me disent pourquoi t'as pas déjà toute ta liste comme le maire et je leur explique non. On va rencontrer cette personne sur le chemin. Si je ferme déjà tous les postes en donnant ça à ceux qui sont là aujourd'hui, si on rencontre des profils qui sont plus intéressants, on sera pénalisé. Et le travail, c'est un travail de citoyen. C'est pas le travail aussi d'une équipe qui garde tout pour elle. Sinon, on retombera dans les mêmes travers que les listes qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire désobligé auprès d'un maître et qui s'occupe de tout, qui gère tout. C'est pas du tout ce que je veux. Je veux prendre mon temps, je veux rencontrer les gens et on aura nos 33 personnes. Voilà. Alors, comment tu t'auto-situes, toi, par rapport à Chalette-sur-Loing, parce que, alors on dit qu'on est en démocratie, mais en fait, sont en démocratie et ont le droit de vote
les élus. Donc en fait, on est dans un système représentatif. Et souvent, on a l'impression que la démocratie dysfonctionne. Mais en fait, c'est le système représentatif qui n'est pas tout à fait bien représentatif. Toi, tu peux corriger ça, le fait de te proposer, en fait. Alors, c'est quelque chose que je ressens, clairement. Et je le vois parce que quand on regarde les élus chez les enfants, en fait, parce qu'on a aussi des élus parmi les jeunes enfants. Quand je vois ces élus, je vois beaucoup de diversité. Par contre, quand on remonte et qu'on arrive, quand on arrive au niveau des listes municipales, cette diversité, elle disparaît. Alors, il y a bien 2 ou 3 profils différents, mais en majorité, c'est pas du tout le cas. Et moi, du coup, je pense que c'est des aspects qui nous permettent pas de progresser, et notamment dans la police aussi, dans les forces de l'ordre, dans les pompiers, dans les gendarmes. Quand je vois les profils, je me dis, vulgairement, ce sont des blancs qui vont à la chasse à des bandits, qui vont chasser des bandits noirs et arabes. Bon, quelques Portugais, quelques métis aussi. Souvent, les blancs qui sont dedans, ils ont traîné avec nous. Alors, donc, du coup, je pense que c'est ce qui crée 2 camps, et donc 2 camps qui sont irréconciliables. Je souhaiterais qu'il y ait plus de diversité dans la police municipale, nationale, dans la gendarmerie. On va essayer de créer ça, de créer des vocations, d'aider des gens raisonnables qu'on connaît, des personnes bien, les orienter vers la formation, et puis on les récupérera une fois formés. Quand on aura vraiment des équipes de police qui intégreront un pourcentage, donc 20-30% de diversité, comme dans la société, ça va régler les problèmes, ça permettra de neutraliser ceux qui profitent de leur statut ou de leur couleur pour dire que les policiers sont racistes. Quand ils sont horribles, quand ils savent pas se garer, quand ils sont désagréables, quand ils ne respectent rien. On va neutraliser ces gens-là en montrant que voilà, on a une équipe qui est diverse. Voilà, si tu t'es pris un PV, c'est parce que tu sais pas te garer. C'est pas parce que tu es noir. Voilà, on va faire ça, et de l'autre côté aussi, on va travailler sur les jeunes et les policiers. On va essayer de. Je pense que les forces de l'ordre, elles vont s'auto-gérer quand elles vont voir qu'on est là et qu'on fait le lien et qu'on fait un effort. Les gens, s'ils ont un collègue qui se comporte mal, ils diront non. Tu vois qu'on on travaille sur quelque chose, chacun fait des efforts. On veut plus que tu te comportes comme ça. Tu ne nous fais pas repartir en arrière. Et on va créer quelque chose ça sera un cercle vertueux. J'y crois, je le vois au quotidien, c'est un travail que je fais, et les humains, ils ont tendance à être heureux quand ils font du bien. Voilà. Ils vont à nouveau savoir pourquoi ils sont faits, s'ils le savent pas. Alors ils doivent le savoir, mais on va leur apporter de la joie comme ça. On va leur permettre de rentrer à la maison en se disant, on a fait quelque chose de bien. On va créer ça. Et les jeunes, c'est pareil, on va essayer de les libérer de cette haine qu'ils ont entre eux et contre la police aussi. Ce qui constitue des freins donc pour leur progression, pour leur construction mentale et puis même scolaire. À partir du moment où tu n'as plus l'impression que tu es chassé ou qu'on te manque de respect, tu rebondis, et ça te permet d'évoluer mieux dans la société. Alors, tu vois, souvent on dit d'une nouvelle idée. Au début, on dit qu'elle est débile. Après, on dit qu'elle devient dangereuse. Oui, et puis après, on dit elle coule de source. Donc toi, ta façon, le fait que tu te présentes, là, tu te manifestes avec les citoyens du Chalet-Toi, ces 3 aspects, comment t'es perçu ? Il y a des gens qui trouvent que vraiment les 3. Alors j'imagine que c'est pas tout l'un ou tout l'autre, c'est mitigé. Oui, alors au début, vraiment, j'avais des expériences, c'est-à-dire que j'ai commencé chez moi. Donc quand je dis chez moi, donc à Chalette, à Vézines, avec des gens que je connais, dans les bars, assis avec plein d'amis, et puis à la salle de sport. Voilà. Et au début, les gens se moquaient un peu. Certains m'ont dissuadé, en me disant, tu te rends pas compte, les communistes, ils sont dangereux, ils vont te faire un coup, tu seras éliminé. D'autres me disaient, même si tu gagnes, ils vont tricher ou trafiquer le truc. Ça, c'est... En tant qu'Africain, on a tellement vu de choses où tu vas voter et qu'à la fin, il y a un gars qui se barre avec l'urne sous le bras et les résultats, c'est dans 2 semaines. Bon, c'est ce qui fait qu'on a ces constructions où des gens pensent qu'on peut tricher. Là, je leur dis non, c'est pas du tout le cas. Venez voter, vous verrez, on va compter sur place les votes et il y aura le résultat. Après, donc des fois, je suis en trottinette. Donc, c'est génial, la trottinette, pour faire sa campagne. Ça permet d'aller directement voir les gens et puis parler à tout le monde. Et ça m'arrive des fois d'avoir mon épouse qui est en voiture derrière, moi qui roule, je traverse donc le quartier,
Et donc, les gens lèvent la main en me disant « Ouais, monsieur le maire, on va voter pour toi ». Et donc, je roule et ma femme passe après et voit des gars en train de rire et tout. Donc, les gens se moquaient de moi au début, il y a 4 ou 5 mois. J'étais pas pris au sérieux. Et je leur jette pas la pierre. Ils nous ont jamais vu quelqu'un comme nous présenter à des élections. Pour un candidat, ça ressemble à monsieur Dijon, ça ressemble à monsieur Daumont. Voilà. Ça peut pas ressembler à... Et donc, il y a un déficit de représentativité que tu peux venir combler. Absolument. C'est quelque chose que je veux faire. J'essaie de pomper de l'espoir dans leur cœur et je leur dis, les gars, on est très capable de le faire. On a fait les mêmes études que ces gens-là. On est des gens raisonnables et on est capable d'apprendre aussi au contact de ces gens-là. Et de toute façon, on est une liste. J'ai une liste avec une grande diversité. Voilà. J'ai une liste dans laquelle j'ai toutes sortes de croyances, toutes sortes de types. J'ai même quelqu'un dans ma liste, un invité mystère, qui était tête de liste d'un certain parti à Chalette en 2014. C'est quelqu'un qui a vraiment progressé. Et c'était quelqu'un qui votait Front National, qui avait beaucoup de préjugés sur les musulmans. Et c'est quelqu'un avec qui j'ai été parler. Et puis, au bout de plusieurs heures, c'est quelqu'un qui a progressé aujourd'hui, qui voit les choses très différemment. Et qui est dans la bienveillance et qui comprend que ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est la guerre horizontale entre les pauvres. Voilà. Elle a très bien compris ça. Elle a compris les pièges dans lesquels elle était tombée à certaines époques. Et voilà. C'est pour vous dire que ma liste, c'est vraiment une liste de citoyens. Et il y a tout le monde dedans. Donc, tu es passé de perçu comme quelque chose ou quelqu'un de ridicule à quelqu'un de dangereux. Oui, absolument. Et donc, du coup, j'ai été au conseil d'Aglo il y a 1 mois. Et le maire de Montargis a prétendu que notre ami Alphonse Profit était caché derrière un monsieur barbu. En l'occurrence, le monsieur barbu, c'était moi, au fond de la salle. J'ai vraiment eu l'impression, quand j'y étais, que j'étais un esclave qui sortait du champ de coton et qui se retrouvait dans la maison du maître. Et donc, j'avais le maire de Montargis, d'Amy, de Corky, qui me regardaient. Alors, je ne sais pas ce qu'ils avaient dans leur tête. Voilà. Je ne veux pas dire que c'est ce qu'ils pensaient ou pas, mais en tout cas, mon impression, c'est qu'ils se disaient qu'est-ce qu'il fait là-bas, Mamadou il croit que c'est un terrain de basket ou quoi? Il comprend ce qu'on dit? Oui, je comprends très bien ce que vous dites. C'est comme ça que j'ai pris le truc. Après, donc, il y a eu un autre conseil d'agglo le 4 novembre, dans lequel donc monsieur Dijon, le maire de Montargis, a pris la parole. Je pense que ce qu'il a dit a fait plaisir à monsieur le maire de Chalette-sur-Loing, Franck Daumont, vu son sourire après. Il n'a pas eu besoin d'en parler, vu que son collègue il s'en est chargé. Et il m'a apostrophé en disant que j'étais un soralien, dieudoniste, multicondamné, extrême droite. Il a même dit plus pire. Bon, ça me rappelle un de mes frères qui disait ça à l'époque, ça nous faisait bien marrer. Eh ben, il m'a dépeint comme l'horrible monstre. Voilà. Eh ben, les gens, ils n'ont plus qu'à chercher à découvrir le monstre que je suis et ils verront que c'est un effet miroir. Et du coup, si je suis pas le monstre qui est dit, peut-être que monsieur Dijon, il faudrait chercher un petit peu. Et si vous cherchez le diable, regardez qui c'est qui diabolise. Absolument. Tu es passé de ridicule à dangereux. Et est-ce que tu commences chez certaines personnes à passer pour... Alors ça devient sérieux maintenant et j'ai beaucoup d'amis qui m'appellent. Évident peut-être, par rapport à l'idée, c'est évident. C'est évident. C'est vraiment évident. Les gens, ils comprennent aujourd'hui que je vais aller dans la mêlée, je vais descendre au combat avec mes colistiers, donc les 32 personnes sur ma liste. On va aller se battre. Et les jeunes, ils comprennent que s'ils prennent une place, c'est-à-dire que s'ils s'inscrivent sur les listes, ils auront donc leur place dans le stade pour venir voir ce match-là. Et je compte vraiment sur eux pour m'aider jusqu'au bout, pour me pousser, venir s'inscrire déjà sur les listes, venir voter, et on rendra évident ce qui nous a toujours semblé impossible. On gagnera parce qu'on est nombreux. Et ensuite, on fera le travail de réconciliation et on rassurera les gens, les Français de souche, souvent qui habitent dans des pavillons, que j'ai été voir, pour ceux qui se reconnaissent, que j'ai été voir pendant plusieurs semaines et à qui j'ai vraiment proposé donc un projet basé sur la sécurité. Et ça me fera vraiment plaisir dans quelques années qu'ils reconnaissent et qui trouvent des interlocuteurs et qui se sentent vraiment rassurés. Voilà. Et pour en revenir à ça, c'est devenu évident. C'est tellement évident que maintenant ma femme elle me dit quand tu seras mère, il faut que tu fasses ça, ça et ça. Alors qu'au début, c'était pas ça. Donc ça devient évident que il faut qu'on prenne nos responsabilités et qu'on donne de l'espoir aux gens qui nous ressemblent.
aux gens qui grandissent dans des quartiers qui n'ont pas la même couleur forcément, peut-être la même religion, des choses comme ça, ou même des gens qui ont la même couleur, mais qui sont d'extraction basse, on va dire, des gens qui sont de classe sociale inférieure et qui n'ont pas fait d'études, et qui sont des gens qui sont même traités de cassos. Et c'est pas rare. J'ai souvent entendu ça. J'en reparlerai dans d'autres vidéos. On verra. Si je suis amené à parler de mon ancien employeur, si je commence à être attaqué par mon ancien employeur, dont l'ancien président est le numéro 3 de Monsieur Dijon, s'ils essayent un petit peu de me bousculer parce que j'entre dans la politique, on reparlera de situations dans lesquelles certaines personnes qui sont censées travailler dans le social appellent les Français de souche qui habitent dans les quartiers des cassos. En tout cas, j'essaie de créer quelque chose comme un happening, comme un amené au bureau de vote. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on n'a jamais réussi à faire. On sait faire plein de choses. C'est très difficile d'emmener les gens des quartiers populaires au bureau de vote. C'est comme un casse-tête chinois. J'ai commencé à travailler dessus. J'ai l'impression qu'on va dans la bonne direction. Et il faut que rapidement ces jeunes des quartiers comprennent que c'est largement faisable. On a quasiment gagné. Si on se lève et qu'on va au bureau de vote, ça sera pour ramener la coupe à la maison. Et on le fera à Chalette et à Montargis. On est, je pense, la seule équipe qui est capable de ravir le trône à Benoît Dijon et à le prendre au nez à la barbe du Rassemblement national. On est très capable de le faire. Voilà. Et puis il faut dire que en fait, il vaut mieux perdre. Quand on est un parti classique, on va dire, où il y a une cloison, c'est vraiment étanche, il vaut mieux perdre contre une liste citoyenne qui va pouvoir quand même travailler avec son opposition, parce qu'en fait, vous êtes transparti, plutôt que l'inverse. Parce que c'est vrai que quand c'est un parti, on va dire, classique qui remporte les élections, on sent bien qu'ils n'ont aucune capacité souvent d'écoute, ou ils prennent pas en compte les propositions, les contradictions des opposants. C'est triste. Ils sont souvent contre, et c'est vraiment un frein. C'est pour ça que notre société, elle a vraiment du mal à fonctionner au niveau national, mais au niveau des communes aussi. On est vraiment, je veux dire, je préférais que tout le monde mange un petit peu plutôt qu'une partie mange beaucoup et l'autre ne mange rien. Et ça a toujours été comme ça. Eux, ils sont pas capables. Et c'est ça que j'aime chez les citoyens. Je ne veux pas qu'un état-major me dise quoi faire. Voilà, je veux pas que des gens plus hauts me disent, voilà, tu vas faire ci, tu fais ça. Et en l'occurrence, comme Dunis, s'il est maire de Montargis, il recevra ses ordres du député, et au-dessus du député de Bardella, et au-dessus de Marine Le Pen. Voilà, c'est des choses qui fonctionnent comme ça de manière verticale. Alors que nous, chez les citoyens, voilà, ça sera toujours du consensus. Et on communiquera beaucoup avec les gens. Ce que j'aimerais, c'est qu'on explique aux gens. Quand on n'a pas fait quelque chose, quand on n'a pas pu réaliser une chose du premier coup, il faut qu'on puisse l'expliquer aux gens. Et pour ça, il faut qu'on se projette dans les quartiers. Dans la ville, il faut qu'on soit capable d'aller dehors. Il faut que le conseil municipal soit fait dans les conditions réglementaires, dans une pièce filmée, oui, mais il faut aussi des conseils municipaux dans les quartiers au plus près des gens, avec une installation, des tables, des chaises, des gens qui peuvent venir s'installer, regarder comment fonctionne un conseil municipal, voir des chiffres, voir ce qu'on fait, comment on le fait. Il faut qu'on emmène cette démocratie chez les gens. J'ai 48 ans, j'ai attendu 48 ans pour mettre le pied dans un conseil municipal. C'est-à-dire que l'endroit, le cockpit, l'endroit où on dirige la commune, c'est un endroit que 99,5% des gens n'ont jamais vu. Et ils sont contrôlés. C'est-à-dire que c'est pour ça que ça fonctionne pas. C'est pour ça qu'on a des dictatures, c'est pour ça que les gens se permettent de faire ce qu'ils veulent, c'est pour ça que les gens ne craignent pas le peuple. Ils nous craignent pas, ils viennent nous voir que juste avant les élections. Avec les citoyens, on va ramener tout ça. On va faire des conseils de quartier. Nous, on va aller dans les quartiers. Et puis, au niveau de la sécurité, Franck Domomont ou Benoît Dijon, ils sont pas capables d'aller tout seuls dans les quartiers. Alors que nous, en tant que citoyens, on pourrait y aller. En costard ou pas, on ira dans les quartiers. J'irai n'importe où. Si je dois aller dans des caves, dans des endroits, j'irai. Et de toute façon, j'aurai affaire qu'à des jeunes
je connais, qui me connaissent, et ça sera forcément un sourire ou une réprimande ou une chose comme ça. J'irai chez les parents en costume et je leur dirai, voilà, bon, bien entendu, au début, je boirai un thé ou du bissap, ou bien je mangerai des cornes de gazelle, ou bien des baklava, ou bien des pastels. Et ensuite, le gamin, il pourra arriver et il se dira, mince, le maire, il connaît mon père ou ma mère. Et je lui dirai, oui, tes parents, je les ai connus, j'étais à l'école avec eux. Et donc, ça va créer quelque chose dans l'esprit du gamin. Il va se dire que c'est quelqu'un qui est dans notre équipe. S'il me dit ça, c'est peut-être parce qu'il veut mon bien. Alors, on les sauvera peut-être pas tous. Je vends pas du rêve où on va appuyer sur un bouton et tout va se régler du premier coup. Mais ça va vraiment... ça donnera une direction. Et pourquoi pas étendre tout ça dans l'agglo et même plus loin. Donc t'es un maire passe-partout à Chalette. Il y a des maires qui ne peuvent pas aller partout dans leur... Beaucoup de maires ne peuvent pas aller dans les différents lieux parce que déjà physiquement, il faut pouvoir physiquement et on fait des rencontres, souvent les citoyens, il y a aussi beaucoup de manque de respect envers les autorités parce que maintenant il y a de la tension entre les citoyens et leurs représentants. Après, ça dépend des profils des gens, mais je pense que pour moi, ça ira dans l'agglo. Parce qu'on a vu à la télé de plus en plus de maires agressés. Effectivement, oui. Et moi, j'irai. Et croyez-moi, vous verrez on communiquera plus. On expliquera aux gens, on ira chez les gens qui ont des craintes. Les gens qui ont peur pourront appeler nos associations. Donc la première, c'est « Oui, je m'en mêle ». J'ambitionne d'avoir 150 référents sécurité volontaires sur toute l'agglomération. Et c'est des gens qu'on pourra appeler, qui pourront nous informer, qui pourront nous aider et à pacifier les lieux, à nous faire remonter des informations aussi, nous aider à rendre les quartiers plus vivables, peut-être en créant des structures. Comme l'autre fois, je parlais avec des gens au Lancy et ils me disaient qu'ils voulaient un endroit un petit peu abrité parce que c'est marrant, au Lancy, on a une petite équipe avec une dédicace à Jean-Marie, à Stéphane et à Johan et à Nordine et plusieurs autres personnes. J'en oublie beaucoup. C'est des gens qui sont différents, qui se retrouvent souvent en bas à côté de la supérette et qui refont le monde et qui discutent. Et moi, ça me rappelle ma jeunesse où on avait vraiment, les gens vivaient dehors. Les gens discutaient, il y avait des rapports humains, des liens sociaux. On se connaissait, on s'entreconnaissait, on partageait une boisson, un sandwich, que sais-je. Et je veux créer ça dans chaque quartier. Je veux que ça vive, je veux que les jeunes aient des endroits comme on avait avant. Avant, nous, on avait Accueil et Promotion à Chalette-sur-Loing. C'était une association avec Catherine Benali et Guylaine. Je me rappelle plus du nom de famille de Guylaine, mais c'est des gens qui s'occupaient de nous quand on était jeunes. Donc, dans notre aide aux devoirs, on faisait nos devoirs et après, on pouvait jouer. Et donc, j'ai une petite anecdote lors d'une manifestation, la dernière manifestation qu'on a faite, souvent des manifestations autour de Gaza ou des choses comme ça, de gauche ou d'autres au niveau du travail aussi, au niveau des luttes sociales. On a rencontré donc Catherine et Guylaine et c'est marrant parce que des mecs de la cinquantaine comme nous, on leur a sauté dans les bras comme si on avait vu Dorothée. C'était vraiment émouvant, quoi. C'est vraiment, c'est des gens qui se sont occupés de nous quand on était jeunes. Je veux vraiment recréer ça. Je veux que des gens soient capables d'appeler les gamins par leur prénom. Il faut qu'on s'entreconnaisse. Ça nous permettra un gamin qui sait qu'il est connu, il fera moins de bêtises, il fera plus attention. Et souvent, on le voit parce que souvent, quand on passe, les gamins, ils cachent leurs cigarettes derrière leur dos. Ça dépend des personnes. Quand ils ont du respect, quand ils voient certains parents, ils cachent leur... Voilà. Ce réflexe-là, je veux le reproduire un peu partout. De la loyauté, du respect, de l'amour, et que ces gamins, ils se disent, voilà, eux, ils travaillent pour nous, ils nous aident, donc en retour, on va essayer de se comporter. Ce que tu dis est un peu dingue, parce qu'en fait, les pseudos, donc la fausse identité, c'est plutôt Internet. D'ailleurs, il y a des gens qui militent pour faire tomber l'anonymat sur Internet parce que c'est vraiment une porte ouverte à un exutoire, les pires choses de l'humanité. Et là, tu nous dis qu'en fait, c'est comme si les gens, physiquement dans leur ville, ils étaient sous pseudo. En fait, les gens ne se connaissent plus, on ne sait plus qui est qui. Effectivement. C'est vraiment un grand problème. Et quand on connaît quelqu'un, on a moins tendance à essayer de lui nuire.
ce qu'ils pensent nous intéresse aussi, et donc du coup, on veut donner la meilleure image de nous. Souvent, hein, c'est pas à tous les coups, mais quand on se connaît, ça change tout. Quand on s'entreconnaît. Ma deuxième association, elle s'appelle Paix et Conciliation. Elle a pour but de faire rencontrer des gens différents dans un certain cadre, et puis voir ce que ça donne. Voilà, que ça fasse un peu d'étincelle. Alors, l'exemple que je donne souvent, je croise beaucoup de gens qui me disent oui, monsieur Savane, moi j'aime pas les femmes voilées, elles essaient de nous imposer quelque chose. Alors je leur dis je suis désolé, mais ma femme elle porte le foulard. Et là, je vois que ça crée une gêne parce que du coup, la personne elle se dit si j'avais su, j'aurais peut-être pas dit ça. Alors, je leur jette pas la pierre, je leur en veux pas. Je comprends d'où ces craintes viennent. Voilà. Si j'étais à leur place et que j'étais sous CNews, BFM TV, LCI, les médias anxiogènes, le comportement de beaucoup de gens de chez nous aussi, de gens halogènes, de femmes voilées qui se comportent mal au quotidien, de l'incivisme, c'est ce qui crée dans l'esprit des autres cette rébellion et cette crainte, ces a priori. Et donc, du coup, je prends quand même sur moi, en expliquant à cette dame, justement, ou ce monsieur, j'aimerais bien que vous veniez parler avec des gens, une femme voilée par exemple, vous discutez, vous échangez, et puis vous verrez qu'au bout d'un moment, vous craindrez plus cette personne. Vous comprendrez que une femme voilée, elle ne voit pas son voile. Elle est comme si elle en avait pas, parce que le voile, il est autour de son visage. Donc, il faut pas penser qu'elle essaie de propager quelque chose, c'est pour elle qu'elle le fait. Et l'anecdote que je donne, c'est le jour où ma femme a décidé de le porter, on était en 2010, à la chaussée, je me rappelle très bien, et elle me dit, ça y est, je le porte. Et donc, du coup, moi, dans mon esprit, c'est, mes collègues et tout, ils vont tous dire que je l'ai forcé. Donc, je lui disais, et elle voit que je suis mal, elle voyait que j'étais plus mal qu'elle. Et du coup, ça la faisait marrer et tout. Et du coup, elle a commencé à le porter et tout, et ça n'a pas manqué. J'ai beaucoup de collègues qui m'ont dit « Oui, Djadje, tu me déçois, t'es quand même quelqu'un d'ouvert avec qui on parle. » Et donc, je leur disais « Mais je suis ouvert, mais ma femme, elle fait aussi ce qu'elle veut. Elle fait exactement ce qu'elle veut. » Et malgré son foulard, c'est la France quand même. Ouais. Des grands yeux bleus, un foulard. Et ça l'empêche pas, lors du décès de Johnny Hallyday, d'être très ému et d'avoir les yeux pleins de larmes. Et donc, du coup, me présenter une image de quelqu'un qui est en apparence musulmane, qui est blanche, qui est émue par la mort de Johnny Hallyday. C'était quand même quelqu'un de... Alors ça peut faire cassos ou ce qu'on veut. C'est quelqu'un qui a vraiment qui a une grande marque auprès des Français. Je vois bien auprès de l'oncle de ma femme, qu'elle aimait beaucoup. Et puis de ces années de vacances où elle était en camping, des imitations de ses cousins, de Johnny et tout, que je revois dans des cassettes vidéo. Et c'était vraiment émouvant. Et ça me fait vraiment aimer la France. Je me dis, c'est un truc de fou, ce truc-là. C'est ça, la France. La France, c'est exactement ça. C'est quelqu'un de très différent, quelqu'un qui pense quelque chose, qui présente une autre apparence et qui est sensible à quelque chose. Et en fait, on partage tous le même capital culturel. Voilà. J'aime souvent dire que je suis un hybride. Je suis un Français dans un corps d'Africain. Je me ressens comme ça, avec toute la complexité qui va avec. Des fois, quand je vois des comportements ou que je lis l'histoire et que je vois certaines choses, des traumatismes qui ont eu lieu entre la France et ses anciennes colonies et ce qui se passe même aujourd'hui, ça peut des fois m'énerver, ça peut m'emmener à dire certaines choses, à commenter d'une certaine manière. Mais j'ai l'autre côté aussi. L'autre côté qui aime la France, qui aime la culture française, qui est capable de chanter des chansons du Nord que j'écoutais de Renaud à l'époque, qu'il avait fait des anciennes chansons du Nord. Parce que ma femme, donc, elle a une partie de sa famille qui vient de Avion à côté de Lens. J'y allais souvent, on allait voir sa grand-mère, Pélagie, c'était son arrière-grand-mère. Et elle m'a toujours bien accueilli. Elle m'appelait Biou Biou. Et à chaque fois que j'y allais dans le Nord, on me regardait en se disant il doit être au foot au stade Bollaert, ça doit être quelqu'un qui est Les gens pensaient que j'étais un joueur de foot professionnel. Même si avec ma belle-mère, ça s'est plutôt passé différemment. Hein, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, hein, mais elle a vraiment souffert de mon arrivée dans la famille. Donc, avec le temps, elle a compris que j'étais quand même quelqu'un de sympathique. Bon, même si c'était pas à la bonne couleur, on peut pas avoir tout ce qu'on veut dans la vie.
je me rappelle voir des reportages striptease, par exemple, ça c'était sur France 3, je pense, à l'époque. France 3, c'était des reportages striptease. Et voir des paysans dans la campagne, et puis être ému aux larmes, alors que les gens qui sont en face, on dirait qu'on n'a rien à voir tous les deux. C'est un vieux couple de blancs dans une campagne, dans une ferme, et je suis ému. C'est comme si c'était mes grands-parents, parce que j'ai grandi ici. J'ai regardé Louis de Funès, Bourvil et tout ça. Je vous dis, on s'est construit pareil. Et quand je vais en Afrique, je vois aussi que, dans le regard de l'autre, que je suis un Français. Alors, je suis pas blanc, mais je suis un portefeuille ambulant. donc voilà, je suis un hybride. Je suis au milieu. J'essaye d'être le meilleur des deux mondes. Et pour moi, c'est un enrichissement. C'est une richesse. De toute façon, dans les séries, les films, les dessins animés, le héros est souvent un sang-mêlé, un intermédiaire. Absolument. Comme Bob Marley, c'était un métis. Hein. Et puis plusieurs personnes comme ça qui comprenaient Malcolm X. C'était des gens qui comprenaient un peu les deux côtés parce qu'ils avaient un petit peu des deux côtés. Bon, je vais pas citer notre ami camerounais qui est moitié camerounais et moitié breton. Mais il faut être ouvert. Il faut être ouvert à tous. Il faut faire l'effort. Il faut se méfier des gens qui disent que je ne peux pas parler avec toi. À partir du moment où on ne peut pas parler, on finira par se faire la guerre. Si la porte est ouverte, on n'a qu'à penser exactement des choses différentes. Asseyons-nous, échangeons. Et ça fonctionne. Et je pense que les partis capitalisent sur ça. Et beaucoup de partis de gauche. Je pense que beaucoup de gens de gauche, des communistes, des socialistes, beaucoup d'entre eux sont islamophobes. Alors, ils ne sont pas racistes. Enfin, certains le sont, certains ne le sont pas. Mais ils n'aiment... En fait, c'est le musulman, c'est la pratique de l'islam qu'ils n'aiment pas. Ils se disent, avant, on n'avait pas de problème. Leurs parents lui, il n'y avait pas de foulard. Le père, il travaillait à l'usine, il embêtait personne. Quand le gamin, il foutait le bazar, le père, il arrivait, il s'occupait du gamin au lieu de s'en prendre au professeur. Alors qu'aujourd'hui, on a des gens qui vont et qui agressent des professeurs ou des instituteurs. Ce qui est scandaleux pour moi. Pour moi, c'est la fin de la civilisation. Quand on va arriver aux commandes de l'agglomération des villes, et on va y arriver, je ferai signer une charte aux parents, et on se mettra d'accord. On ne peut pas montrer au gamin qu'on est contre le prof et avec le gamin. On ne peut pas faire ça. Il faut montrer au gamin que le prof, l'instituteur, il a quelque chose à lui apprendre. Alors que lui, il a pratiquement rien à apprendre à ce professeur. Il faut arrêter d'abîmer les carrières scolaires de ses amis. Je l'ai fait, d'autres l'ont fait. Plus tard, j'ai arrêté de le faire. En BTS, M. Paoli pourra vous le dire. J'aimais bien maintenir le calme dans la classe. Mais c'est vrai qu'il faut que les parents ils arrêtent de s'en prendre aux profs. Même s'ils ont une bonne raison, il faut plutôt qu'on se voit dans un cadre où il y a plusieurs personnes. Peut-être une réunion ou quelque chose comme ça. Voilà, mais pas des parents qui arrivent et qui invectivent directement le professeur. C'est quelque chose de catastrophique. Renseignez-vous, essayez de savoir qui est Djadje Savane. J'ai eu plein de collègues dans la ville, j'ai connu plein de gens. Posez la question aux gens. Et vous verrez que mon comportement, c'est ce que je vous dis là. J'ai toujours créé ce truc, j'ai toujours réconcilié les gens. Et d'ailleurs, ma mère, elle pourra vous le dire, elle m'a donné sa bénédiction et elle dit souvent à mes frères qu'il faut suivre Djadje parce que quand il y a un problème, c'est toujours lui qu'on appelle pour venir régler les problèmes. Même dans ma famille, je l'ai toujours fait. Et je continuerai à le faire. Et je vais prendre sur moi, et ça sera compliqué, et je me ferai insulter, et des gens me mépriseront, ou des gens dénigreront mon programme, mon projet, perdront espoir, et après ils verront que c'est évident, et ils viendront. Alors comme cette interview est la tienne, déjà je vais te proposer de faire une relecture et de censurer ou pas certains passages, mais aussi de te proposer de la titrer toi-même. Parce qu'il m'a semblé te voir interviewé sur une chaîne YouTube, et entre le titre et le contenu, il y avait un espèce de décalage. Tu peux m'en parler un peu ? Alors oui. Donc je suis passé sur une chaîne donc GPTV avec Radio Courtoisie, avec Mike Borowski. Et donc c'est quelqu'un que j'ai rencontré à un spectacle de quelqu'un de Voldemort. On peut pas le citer.
Et donc, du coup, je lui ai expliqué mon projet, donc dans ma commune, de faire la paix et la conciliation entre les gens, et ça l'a intéressé, donc il m'y a invité. Et il a choisi le titre. Bon, je n'ai pas choisi le titre, mais il a choisi de dire que de mettre un ancien antiraciste reconnaît que Le Pen avait raison. Voilà. Et donc, du coup, s'il met un ancien antiraciste, c'est que du coup, je suis devenu raciste. Bon, c'est un peu compliqué de vendre que je suis raciste, ce que je ne suis bien évidemment pas. Et donc, du coup, je sais qu'on m'apostrophe beaucoup. Beaucoup de gens sont inquiets suite au visionnage de cette vidéo, mais ça donne aussi beaucoup d'espoir à des gens qui voient cette vidéo. Alors, je regrette pas d'avoir fait. Jean-Marie Le Pen, on partageait pas tout avec lui, mais il y a des sujets qui pointaient du doigt, et on peut aussi penser qu'il avait raison sur certains aspects. Alors, les gens me disent, oui, mais toi, t'es noir et lui, il était contre l'immigration. Bah alors, moi, concrètement, je sais que c'est tabou, mais je suis contre l'immigration. Et je ne suis pas contre l'immigration parce que je suis contre les immigrés. J'ai chaque année 4 ou 5 cousins qui viennent du Mali, qui sont dans des foyers à Paris, qui dorment à 15 dans les chambres, qui ont une vie horrible, qui peuvent pas passer le permis, qui travaillent dans des restaurants, dans des établissements où ils travaillent d'arrache-pied, qui ont peur quand ils prennent le métro, parce que c'est des gens qui se comportent bien, mais ils n'ont pas de papier. Et souvent, je parle avec eux et ils me disent, les gars, vous nous avez trahis parce que vous nous avez fait croire qu'en France, c'était l'Eldorado et qu'on allait bien vivre. Alors que concrètement, nous, quand on allait au pays, quand on va au pays et qu'on les voit, eux, ils font pas fortune, ils vivent même de manière précaire, on va dire, mais socialement parlant, ils ont une vie qui est assez riche. Ce sont des gens qui se voient plusieurs heures dans la journée et qui peuvent échanger, partager, discuter. Alors que nous, on est ici, on travaille plusieurs heures toute la journée, on rentre le soir, on se met devant Hanouna et on va dormir et voilà, ça tourne. Exactement. Et donc, quand nous, on y va, on est jaloux des fois. On dit, mais les gars, ils vont aller au boulot à un moment ou pas? Voilà. Nous, on est en vacances et on se dit, mais eux, ils bossent pas. Voilà. Donc, du coup, je pense que, surtout aujourd'hui, je pense que l'Afrique a des bras, il y a des cerveaux, elle a des ressources, elle a tout à construire, des routes, des rails, des chemins de fer. Le photovoltaïque, parce que vu l'exposition là-bas. Donc, c'est énorme. Il y a largement de quoi faire. Alors, souvent, je tombe sur des gens qui sont pas cultivés des deux côtés. Je tombe sur des Français de souche qui ont l'impression qu'ils ont toujours aidé l'Afrique. Voilà. On a aidé l'Afrique, on a construit des routes. Bon, souvent quand on a construit des routes, c'était pour aller de l'endroit où on extrait les richesses jusqu'au port où on les déplace. Et souvent, ces routes ont été faites avec de la main-d'œuvre locale. C'est des gens qu'on a forcés à travailler, qui travaillaient dans des conditions où ils n'avaient pas de syndicat. Voilà. Ils travaillaient souvent jusqu'à en crever à la tâche. Voilà. Donc, on ne peut pas dire que... Voilà. Et de l'autre côté, je tombe sur des gens de l'autre côté qui pensent que voilà, tous les Français sont des racistes, c'est eux qui nous ont fait ci, nous ont fait ça, alors que concrètement, je peux pas jeter la pierre à des Français de souche qui sont ici, qui n'ont jamais rien eu à voir avec la colonisation. Voilà. Et donc je suis un peu au milieu, donc des fois je suis dans un combat en train de lutter contre certains, et des fois je suis de l'autre côté. C'est très compliqué, je prends des coups de partout. J'assume de prendre des coups de partout. J'aime tout le monde, comme je disais au maire de Chalette quand il me disait t'es un facho, t'es en photo avec Jean-Marie Le Pen, et on t'a vu avec Madame Truc. Et je lui dis mais non, ne t'inquiète pas, Franck, je veux sauver tout le monde. On va sauver tout le monde. On va parler avec tout le monde. Et après, je me marre et je vois leur visage. Voilà. Mais ils ont vu que c'était contre-productif parce que plus ils me traitent de facho, plus les gens se disent pour traiter Djadjet de facho, ici, il faut pas habiter la ville. Si t'es pas d'ici, tu peux te traiter Djadjet de facho. Quand tu le connais, tu sais très bien que c'est pas du tout le cas. J'ai été licencié de... Bon, c'est un peu... Je sais pas si je peux en parler, mais... je n'ai pas respecté la procédure. J'ai reconnu, c'est vrai. Je me suis trouvé dans une situation où il y avait un couple de Sénégalais qui était à la rue en hiver. Ils ont trouvé refuge dans un logement qui était abandonné à la cloche de bois et qu'on devait récupérer dans quelques mois par le biais de l'huissier. Donc c'était pas un logement qui était en attente de location. Donc il n'était pas dans les mains de Valor Habitat. C'était encore un logement qui était au nom d'un ancien locataire. Voilà. Et c'était un couple de Sénégalais.
Alors, pour me dire que je suis raciste, faut repasser, ça va être compliqué. Voilà. Je suis un humaniste, j'ai des enfants métis, je n'ai aucun intérêt dans une guerre civile. Alors, je sais pas de quel côté ils iraient. Alors, on va essayer de faire la paix, comme ça, on les aura tous entre nous. Et voilà, on va donner de l'amour aux gens, de l'espoir, dans une période où tout le monde commence à se dire c'est plus possible, les gamins, on n'arrivera plus à régler le problème, on pourra plus régler les problèmes d'immigration. Et en parlant d'immigration, je suis contre l'immigration, mais j'ai aucun pouvoir dessus. Et en même temps, pour redynamiser la France, ça va être compliqué si les Français ne font pas d'enfants. C'est une vraie problématique. C'est quelque chose de... Les Français de souche que je croise au quotidien me disent souvent « Ah non, je ferai plus d'enfants. Vous vous rendez pas compte, vous faites des enfants, vous les mettez dans un monde qui est horrible. » Oui, madame, mais par contre, pour ramener votre Uber chez vous, pour s'occuper de vos parents à la maison de retraite, ma fille, elle est infirmière et elle y va. Donc, c'est bien que je fasse des enfants. Enfin, il faut que... Les robots. Voilà. Vous voulez pas d'immigration. Vous voulez pas faire d'enfants. Il reste plus que les robots d'Elon Musk, mais ils coûtent super cher. Je conseille vraiment aux Français de souche de faire des crayons blancs, parce qu'on va terminer avec une boîte de crayons de couleur et ils seront tous marron, clair. Voilà. On aime toutes les couleurs. Allez, Alphonse, c'est à ton tour, passe au bureau. Vous êtes encore là, les gars? Eh oui, attends.